Qu'en est-il maintenant du pronostic de ces myopathies nécrosantes auto-immunes, de leur physiopathologie et de leur traitement? Il apparaît assez clairement aujourd'hui que les myopathies nécrosantes sont un groupe homogène de patients, au sein desquels il existe quelques variances. Et très clairement, les patients qui ont anticorps anti-SRP sont parmi les myopathies nécrosantes celles qui sont les plus sévères, avec un déficit musculaire qui est plus important et souvent des taux de CPK qui sont plus élevés. Le groupe d'Andrew Mamen aux États-Unis avait montré dans une série de 4 patients qui avaient des anticorps anti-SRP qu'à 4 ans d'évolution, seuls 50% des patients qui avaient une myopathie SRP retrouvaient une force musculaire normale, montrant ainsi que le pronostic était mauvais sur le plan fonctionnel. De la même façon, il avait montré que les patients qui avaient un anticorps anti-HMG-CoA, qui était diagnostiqué précocement à un âge juvénile ou à un âge jeune de la maladie, avaient aussi un mauvais pronostic de récupération et que paradoxalement, les patients qui avaient un début plus tardif de la maladie, qui avaient donc plus fréquemment d'exposition aux statines, avaient un pronostic de récupération meilleur. On a aussi évoqué, en termes de pronostic, l'importance de la détection du cancer pour ces patients. Le pronostic n'est pas très bon parce que la maladie est associée à des dommages musculaires et à des lésions musculaires qui sont importantes. Et dans ce travail qui a été fait par Lisa Christopherstein aux États-Unis, qui avait repris des séries de patients qui avaient des myopathies auto-immunes et des IRM des cuisses, elle avait pu observer que les myopathies nécrosantes étaient celles qui avaient le plus de dégâts musculaires, en montrant une fréquence plus importante d'atrophie musculaire dans ce groupe de patients en myopathie nécrosante ou de remplacement graisseux au sein du muscle du compartiment musculaire par rapport aux autres myopathies auto-immunes. Le pronostic est sombre, et en termes d'atrophie en particulier, parce que sur le plan histologique, on observe effectivement fréquemment sur cette image en B, qui montre un patient SRP positif, la présence de nombreuses petites fibres qui sont des fibres atrophiques, qui ne sont pas en régénérescence, alors que normalement, le témoin ici montre que les fibres devraient avoir ce diamètre-là. On s'était interrogé, et c'était un travail qui a été réalisé par Louisa Arouche dans le laboratoire, sur le rôle pathogène des anticorps dans ces phénomènes d'atrophie musculaire. Et pour répondre à cette question, Louisa avait réalisé des cultures cellulaires qu'on voit représentées ici en vert, qu'elle avait exposées à des immunoglobulines contrôle de sujets sains. Et puis elle avait renouvelé l'expérience en exposant les cultures cellulaires à des plasmaphérèses issues de patients SRP ou des plasmaphérèses issues de patients HMG-CoA. Et ce qu'on observait, c'est que les fibres exposées à ce plasma avaient une taille réduite, elles étaient atrophiques. Pour éliminer la possibilité que le plasma contenait des cytokines potentiellement toxiques pour la croissance et la différenciation musculaire, elle avait reproduit des expériences, cette fois-ci en ne mettant que les immunoglobulines de patients, elle avait observé le même phénomène. Et pour montrer que l'anticorps SRP ou HMG était le responsable du phénomène, elle a reproduit une troisième fois l'expérience en utilisant cette fois-ci l'anticorps spécifique SRP ou HMG, en montrant ainsi que, in vitro tout au moins, l'anticorps était responsable d'une atrophie des fibres musculaires et altérait aussi leur capacité de différenciation. On était aussi retourné aux patients et aux biopsies musculaires pour observer que, ce qui sera plus tard devenu un critère diagnostique aussi, que les fibres musculaires avaient fréquemment leur surface des dépôts de complément de C5b9, qui est la voie terminale du complément dans des patients SRP et dans des patients HMG-CoA, alors que les contrôles en avaient beaucoup moins. On avait observé qu'il y avait une bonne corrélation entre le pourcentage de fibres qui avaient des dépôts de complément avec le pourcentage de fibres qui étaient en nécrose, suggérant indirectement qu'il existait peut-être un rôle du complément. Le complément peut être activé de plusieurs manières, en particulier la voie classique implique l'activation par les anticorps, et dans ce cadre-là, le complément utilise une molécule C1Q qui atteste de l'activation de la voie classique et du rôle des anticorps. Et on avait pu voir dans ce cas qu'il existait des dépôts de C1Q à la surface des fibres, suggérant que le complément était activé par la voie classique et donc par des anticorps. Et en l'occurrence, on découvrait la présence d'immunoglobuline G à la surface des fibres musculaires, suggérant l'activation classique du complément par les anticorps au cours des myopathies nécrosantes.
pour tenter de démontrer le rôle pathogène des anticorps et leur caractère nécrosant. Un travail a été fait chez la souris et récemment publié. C'est Cécile Berga, qui était étudiante en thèse dans le laboratoire d'Olivier Boyer à Rouen, avec qui on avait collaboré. Ce laboratoire a porté ce travail qui a été publié chez la souris en montrant l'expérience suivante, que les souris qui avaient reçu des immunoglobulines de patients SRP ou HMG-CoA présentaient une force musculaire diminuée par rapport aux souris contrôle. Et que sur le plan histologique, il était possible de voir la présence de fibres en nécrose chez ces patients chez ces souris qui présentaient un déficit de la force musculaire. L'équipe d'Olivier Boyer s'était intéressée du coup au rôle du complément dans ce mécanisme physiopathologique et donc avait reproduit des expériences chez des souris qui étaient déficientes en complément, en l'occurrence en C3. Et que lorsque les souris n'avaient plus de C3, l'effet pathogène des anticorps était très sensiblement abaissé, voire aboli, suggérant ainsi que l'anticorps était pathogène par l'intermédiaire du complément. Il est compliqué de concevoir qu'un anticorps pourrait être pathogène pour une cible intracytoplasmique, parce que la protéine SRP, comme la protéine HMG-CoA, est une protéine cytoplasmique ou cytosolique. Pour comprendre le rôle de l'anticorps, il y a plusieurs pistes que je voudrais vous montrer. La première est que les fibres qui régénèrent dans ce papier qui a été fait par Andrew Mamen dans la description d'HMG-CoA expriment plus fortement l'HMG-CoA réductase au sein de la fibre et aussi à la surface de la fibre. Plus récemment, son équipe a testé le niveau d'expression de la protéine SRP, HMG et en fait de toutes les protéines qui sont cibles des auto-anticorps dans des biopsies de patients qui ont des maladies musculaires auto-immunes pour observer qu'il existe une surexpression des antigènes ciblés par les auto-anticorps spécifiques des myopathies auto-immunes, quelle que soit la maladie en présence. Et que dans un travail chez l'animal, en créant une lésion par la cardiotoxine dans le muscle, on augmente la régénération et la production de ces antigènes. Par faute de temps, je ne vous montre pas des travaux que l'on a fait où on voit qu'effectivement, chez l'homme, in vitro, les fibres qui régénèrent les myopathies SRP ou HMG expriment à leur surface probablement l'antigène cible de la maladie. Concernant l'évolution de ces patients, je vous montre cet exemple qui est assez tristement caricatural d'une patiente qu'on avait vue il y a quelques années, qui avait une myopathie qu'on diagnostiquera beaucoup plus tardivement comme HMG-CoA réductase positive, à l'époque où on la considérait dans les débuts des années 90 comme une polymyosite où on ne connaissait pas cette entité. Cette patiente a été amenée à vivre dans différents endroits de France, sur toute sa carrière professionnelle. Et ce qui est frappant dans ce cadre-là, c'est que ici on voit le taux de CPK, qui est un bon marqueur de l'évolution, et qu'à chaque fois qu'elle reçoit des immunoglobulines, la maladie s'améliore et qu'en revanche, aucun traitement immunosuppresseur, l'Immurel, le métaux, la cyclo, le Ritux ou le Tacro ne permet de prévenir la rechute. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la durée de l'évolution que vous voyez est d'au moins d'une vingtaine d'années. Et ce qui est tristement intéressant, c'est que le pic de CPK, avec le temps, diminue parce qu'en fait, elle a moins de muscles et qu'elle est moins capable de produire des CPK et qu'à chaque fois, donc, elle perd du muscle et c'est ce que témoignent ces pics de CPK. Effectivement, on avait pu voir dans un travail français, grâce à des collaborations que nous avions menées à la plupart des centres français, que les patients qui avaient des myopathies nécrosantes associées à l'anticorps anti-HMG-CoA et qui avaient reçu un traitement immunosuppresseur spécifique, aucun d'entre eux n'avait pu arrêter son traitement au fil du temps, témoignant ainsi que la maladie a une très longue durée d'évolution. Et de même, les SRP ont souvent une maladie longue d'évolution avec un pronostic qui est souvent plus sombre, comme nous l'avons vu. Plus récemment, Andrew Mamen a montré, comme j'ai pu l'illustrer pour cette patiente, que les immunoglobulines avaient un rôle très important pour le contrôle des myopathies nécrosantes, en particulier pour les myopathies nécrosantes à anticorps HMG-CoA. Il rapportait dans cette série dans le New England 3 cas de patients HMG-CoA qui étaient traités en monothérapie d'immunoglobulines avec une bonne réponse, sans aucun autre traitement, suggérant ainsi le rôle important de l'effet d'immunoglobulines dans cette maladie.
Aujourd'hui, les modalités thérapeutiques des myopathies nécrosantes auto-immunes sont mal définies. Elles sont proposées par des séries d'experts, mais les propositions reposent sur des séries rétrospectives et en aucun cas sur des essais randomisés contre placebo. Aujourd'hui, on considère que le traitement standard doit associer une corticothérapie à forte dose 1 mg/kg au moment de l'instauration, et ce, quelle que soit la myopathie nécrosante, SRP ou HMG-CoA. On considère, au vu de la durée de l'évolution de la maladie d'une part, et d'autre part au vu du potentiel de rechute et du risque d'effets secondaires de la corticothérapie, qu'il faut dans tous les cas instaurer un traitement immunosuppresseur pour tenter d'épargner la corticothérapie. Et sur la foi de travaux antérieurs, rétrospectifs, l'utilisation de rituximab chez les patients SRP pourrait être une option à proposer en première ligne pour les patients qui ont l'anticorps anti-SRP. Les travaux qui ont été portés par le service pour la HMG-CoA réductase et le rituximab suggèrent rétrospectivement que chez les patients réfractaires, tout au moins le rituximab ne marche pas bien et qu'on ne peut pas donc de fait le proposer d'emblée en première ligne chez les patients qui ont l'anticorps anti-HMG-CoA réductase. La durée du traitement doit être largement de 2 ans et on peut envisager parfois de tenter d'arrêter le traitement pour les SRP au bout de 3 ans. Pour les HMG-CoA, on ne sait pas précisément le moment où on pourrait arrêter le traitement, mais probablement qu'il ne faut pas proposer une tentative d'arrêt de traitement avant 3 à 5 ans chez ces patients. La place des immunoglobulines est à réserver dans les formes sévères de la maladie ou chez les patients réfractaires, de même que peut se discuter l'utilisation d'échanges plasmatiques dans des formes très sévères, si on considère qu'effectivement les anticorps ont un rôle pathogène. Et ces premiers travaux avaient été menés par les premières descriptions de ce type de cas a été rapportées par l'équipe de Luc Mouton avec Jean-Benoît Harlet à cette époque. Concernant les modalités de suivi du traitement, suivre une myopathie auto-immune, c'est complexe en raison du fait que la maladie peut avoir des manifestations extramusculaires et qu'aujourd'hui la CER et le LAR proposent l'utilisation de 6 domaines d'analyse, avec un domaine qui concerne une estimation de l'activité de la maladie jugée par le médecin sur une échelle de Likert, une EVA. Le patient en fait de même. On demande aussi au patient de faire une évaluation de son handicap avec l'échelle HAQ. Et puis on analyse le taux de CPK et enfin on réalise un testing musculaire sur 8 groupes musculaires, chacun étant coté sur 10 et on fait un score sur 150. On peut faire une photo de la maladie à un temps donné, qu'on peut reproduire à un temps ultérieur, et on peut, avec des pondérations selon ces items, juger de l'amélioration avec un score d'amélioration qui varie entre 0 et 100, et on peut stratifier l'amélioration selon l'amplitude de l'amélioration, amélioration faible, modérée ou majeure si elle est plus de 60%. J'attire votre attention sur le fait que les CPK sont un extrêmement bon signe d'activité de la maladie et qu'à notre sens, c'est probablement le signe le plus utile d'activité de la maladie, puisqu'on avait pu corréler le taux de CPK à l'activité de la maladie en faisant en particulier des corrélations entre le titre des anticorps et le taux de CPK, mais surtout des corrélations entre le pourcentage de fibres en nécrose et le taux de CPK le jour du dosage, le jour de la biopsie. J'attire votre attention, comme on l'a suggéré tout à l'heure, que probablement il faut faire attention des élévations modérées de CPK chez des patients qui ont peu de masse musculaire, qui ne seront pas en mesure de faire des taux de CPK à 7000 et qui des taux à 400 chez des patients très sarcopéniques avec une créatinine très basse peut suggérer la persistance d'une maladie résiduelle. En conclusion, les maladies musculaires auto-immunes sont des maladies très hétérogènes et que les myopathies nécrosantes ont pu émerger au sein de ce groupe hétérogène grâce à la découverte des auto-anticorps spécifiques, que ces maladies sont des maladies auto-immunes musculaires spécifiques avec un phénotype homogène marqué par un déficit aigu majoritairement, sévère, avec un risque de séquelles important, que leur diagnostic repose sur l'identification de ces anticorps, SRP ou HMG, et la biopsie en cas de séronégativité. Il ne faut pas méconnaître une maladie à début lentement progressif qui concernera plus les équipes de neurologie. C'est des maladies qui ont un mauvais pronostic fonctionnel, qu'il faut donc traiter et essayer
et de contrôler au mieux, et que les armes thérapeutiques restent aujourd'hui la corticothérapie, les immunosuppresseurs et ou les immunoglobulines, en attendant des essais plus ciblés qu'on espère voir venir bientôt. Je vous remercie.